Donc bonjour à tous et à tous, et merci encore une fois de votre présence pour cette troisième séance de cours sur le calcul sécurisé. Et donc aujourd'hui, on va approfondir un thème qu'on a introduit au cours précédent, qui est le chiffrement totalement homomorphe, c'est-à-dire comment calculer, et notamment évaluer des circuits sur des données d'entrée qui sont chiffrées, en produisant des résultats chiffrés, et bien sûr sans les déchiffrer au passage. Alors, j'ai commencé par un rappel sous forme d'une petite histoire que vous avez peut-être lu si vous avez lu l'article de Craig Gentry dans CACM que j'avais recommandé comme lecture à la fin du précédent cours. Donc c'est une histoire d'Alice et Bob, et cette fois-ci Alice tient un atelier de bijouterie et où il manipule des bijoux extrêmement précieux et n'a pas entièrement confiance en son ouvrier bijoutier Bob. Alors, plutôt que de laisser Bob manipuler directement certains bijoux et certains matériaux précieux, donc elle les place dans une boîte à gants, comme vous voyez ici, et qu'elle verrouille avec son cadenas. Donc son cadenas, c'est sa clé privée. Mais Bob peut quand même mettre les mains dans la boîte et manipuler les outils, les matériaux, le bijou et faire ce qu'il est censé faire avec. Mais il ne peut pas s'en aller avec. Donc ça, c'est l'équivalent du calcul homomorphe. Donc on calcule sur des données chiffrées sans avoir un accès direct aux données. Et lorsque le bijou est terminé, Alice déverrouille la boîte, déchiffre le résultat et récupère. Le problème, c'est que les gants en caoutchouc durcissent très vite quand on les manipule. Et donc ça, c'est l'équivalent du bruit dans les chiffrements faiblement homomorphes qu'on a vus. Les gants durcissent rapidement lorsqu'on s'en sert, et donc au bout de quelques manipulations, le bijou n'est pas fini, mais les gants sont complètement rigides et Bob ne peut plus rien faire sur le bijou. Qu'à cela ne tienne, Alice arrive avec une deuxième boîte plus grande et met la première boîte ainsi que la clé de la première boîte dans la deuxième boîte, verrouille la deuxième boîte, et maintenant Bob peut déverrouiller la première boîte de manière homomorphe, d'accord, juste en s'emparant de la clé et en ouvrant le premier cadenas, récupérer les matériaux et le bijou en cours de fabrication et continuer son travail. Et si les gants durcissent à nouveau, avant qu'il ait fini, Alice arrive avec une troisième boîte encore plus grande, contenant la clé de la deuxième boîte, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'étape de bootstrap qu'on avait vue, qui permet donc de dépasser cette limitation sur le durcissement des gants. Après, il reste quelques problèmes, qui est que c'est pas facile d'ouvrir les cadenas d'Alice. Ils sont compliqués, ils sont rouillés. Et donc, si on ne fait rien de spécial, Bob n'arrive même pas à ouvrir le cadenas avant que ses gants durcissent à nouveau, et auquel cas, ça ne marche pas. Et donc la solution qu'Alice a trouvée, c'est parmi les outils qu'elle met à disposition de Bob dans la boîte, il y a une burette d'huile, et de temps en temps, Bob doit graisser le cadenas pour que, dès qu'on lui donnera la clé, il s'ouvrira à peu près facilement. Bien sûr, ça lui prend sur son vrai temps de travail, donc sur le bijou. Donc il y a un compromis ici. Et puis, il y a un petit risque que l'huile diminue la sécurité des boîtes. Par exemple, perce des trous dans les gants en caoutchouc. Donc la solution n'est pas encore tout à fait satisfaisante. Donc voilà la petite histoire. Maintenant, en termes plus cryptographiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière ? On a d'abord construit un chiffrement basé sur le bruit. Donc, l'idée pour chiffrer un bit B avec une clé P, qui est un entier impair, c'est d'abord de combiner B avec un petit bruit pair, 2R plus B, donc B n'est pas masqué, mais il y a un peu de bruit autour, et ensuite de combiner ça avec P fois Q, où Q est un facteur aléatoire très grand, et donc ça va introduire beaucoup de bruit. Et donc on a un chiffré qui est de la forme bruit fois clé plus bruit, où le message clair est inclus dans le deuxième bruit et masqué par le premier bruit. Et tant que le petit bruit R n'est pas trop grand et qu'on connaît P, on peut d'abord annuler le bruit numéro 1, puis extraire le bit du bruit numéro 2. Et ça, c'est un schéma qui
qui est d'usage assez général, comme on va le voir aujourd'hui. Donc ce chiffrement, il est faiblement homomorphe, au sens où la somme de deux chiffrés de 2 bits B1 et B2, c'est un chiffré de B1 XOR B2. Et le produit de deux chiffrés de B1 et B2, c'est un chiffré du produit de B1 et de B2, c'est-à-dire du et logique des 2 bits. Mais ça marche tant que le bruit des résultats reste suffisamment petit. Donc c'est comme les gants de Bob. À chaque opération homomorphe, le bruit augmente et le gant durcit, et à un moment, on ne peut plus extraire l'information. Et alors, comment ce bruit augmente? Il augmente peu lors d'une addition. C'est essentiellement le max des deux niveaux de bruit des arguments, éventuellement plus 1 s'il y a une retenue. Bon. Donc ça croît lentement. En revanche, ça croît beaucoup plus vite lors d'une multiplication. Les bruits s'additionnent, les bruits en nombre de bits s'additionnent, et donc très rapidement dépassent le seuil de P sur 4. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce chiffrement faiblement homomorphe? On peut évaluer des polynômes à plusieurs variables, de degrés faibles, puisqu'on peut faire qu'un nombre assez limité de multiplications, donc typiquement de degré inférieur ou égal à lambda, où lambda est votre paramètre de sécurité. Et en revanche, vous avez peu de limites sur le nombre de monômes que vous pouvez additionner dans le polynôme, parce que les additions homomorphes sont peu bruitées. Et puis, si maintenant vous pensez plutôt en termes de circuits, on a vu que toutes les portes logiques peuvent s'exprimer comme des opérations arithmétiques, d'accord, des combinaisons d'addition et de multiplication. Ben vous pouvez évaluer des circuits booléens qui ont une profondeur multiplicative, c'est-à-dire un nombre de portes et de portes OU entre une entrée et une sortie assez faible, entre log de lambda et lambda, suivant la forme qu'a le circuit. En revanche, il y a peu de limites sur la profondeur additive, le nombre de XOR et de notes que vous pouvez faire, que vous pouvez enchaîner. Et donc, la procédure de bootstrap, qui revient à changer de boîte, c'est la grande percée de Gentry en 2009. C'est cette idée qu'on va pouvoir réduire le bruit d'un chiffré en faisant une évaluation homomorphe du circuit de déchiffrement. Donc si vous avez là, le circuit de déchiffrement normal, il prend la clé privée, il prend un chiffré de B, il vous renvoie le texte clair B. Et si on arrive à évaluer homomorphiquement ce circuit avec notre schéma faiblement homomorphe, il va se mettre à prendre des données chiffrées et à produire un résultat chiffré. Donc on va lui donner la clé P chiffrée avec elle-même, on va lui donner un chiffré du chiffré, et ça en fait, il y a un chiffrement trivial dans ce système, j'aurais dû le dire la semaine dernière, un chiffrement trivial qui consiste qui a juste la fonction identité, et ça marche, ça se déchiffre en B, et donc qui est parfaitement approprié quand on a un texte qui est déjà chiffré, par exemple, ou qui ne révèle pas l'information comme une constante. Voilà, donc le chiffré, en fait, c'est la même chose que le chiffré, mais l'important, c'est qu'on prend la clé chiffrée en argument, et qu'on va produire en résultat un clair chiffré, c'est-à-dire un nouveau chiffré équivalent à C, mais dont le bruit dépend uniquement du circuit des chapeaux. Donc en principe, ça permet de réduire le bruit et donc de repartir pour de nouvelles multiplications, de nouvelles portes E, de nouvelles portes OU. Donc voilà, donc le slogan ou le résultat, c'est que si vous avez un chiffrement faiblement homomorphe plus une procédure de bootstrap, alors vous avez obtenu un chiffrement totalement homomorphe qui peut évaluer des circuits booléens arbitraires. Mais il y a une condition, il faut que le circuit de déchiffrement D ou des chapeaux soit de profondeur multiplicative faible, et ce n'est pas le cas en général. D'accord ? Et donc Gentry a réussi à en trouver un avec cette idée de graisser le chiffrement, donc c'est un peu la burette d'huile, qui consiste à ajouter au chiffré des informations redondantes qui vont être tenues à jour pendant toutes les étapes de chiffrement et de calcul, afin que le circuit de déchiffrement à la fin soit très simple, soit juste une sorte de produit scalaire. Donc des multiplications peu profondes et beaucoup de sommes. Bon. Et la question restant un petit peu ouverte de savoir quelle est la sécurité de ce chiffrement graissé. Bien, donc ça c'était le cours précédent, et aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'approche
et aller vers quelque chose de plus praticable. La première partie, ça va être de voir, on va regarder d'autres chiffrements faiblement homomorphes qui sont plus efficaces que celui qu'on avait vu à base d'entiers qu'on avait vu la semaine dernière et qui se caractérisent par des chiffrés et des clés très très longues. Donc les meilleurs chiffrements faiblement homomorphes qu'on va regarder sont à la base du problème LWE, Learning with Errors, que je vais vous présenter rapidement tout de suite. Après, on va voir comment faire des multiplications homomorphes plus efficaces, au sens qu'elles augmentent moins le bruit. Et donc, du coup, on va pouvoir en enchaîner davantage avant d'arriver à un point où le bootstrap est nécessaire. Et donc, ça va être une approche qui est connue sous différents noms dans la littérature, mais par exemple sous le nom de BGV, du nom de 3 auteurs, des initiales de 3 auteurs. Et la troisième direction qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment rendre le bootstrap plus efficace. Et ça, on va esquisser l'approche FHEV/TFHE, qui obtient un bootstrap relativement efficace et qui peut faire plus que juste réduire le bruit, qui peut aussi évaluer des fonctions tabulées, des lookup tables. Donc, voilà, donc ça c'est le programme pour aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec le problème LWE, Learning with Errors. Alors ça a été introduit au moins sous ce nom par Oded Regev en 2009. Et le problème, c'est résoudre un système d'équations linéaires dans les entiers modulo Q, mais c'est des équations linéaires approchées. C'est-à-dire que donc vous avez des combinaisons linéaires, là il y a 4 inconnus, S1, S2, S3, S4. Vous avez des combinaisons linéaires égales plus ou moins à une constante. Plus ou moins, par exemple, c'est à 1 près. Donc ici, ça peut être 7, 8 ou 9. Et le tout est pris modulo un entier Q, 17 ici pour l'exemple. Et alors si j'ai bien recopié l'exemple de Devreger, la solution c'est 0, 13, 9, 11. Mais ce n'est pas facile de résoudre des systèmes d'équations comme ça. Alors s'il n'y avait pas d'erreur, si c'était des équations exactes, d'accord, il suffirait de 4 équations indépendantes, et puis on fait de l'élimination gaussienne, on retrouve les valeurs de S1, de S2, de S3, de S4, et voilà, c'est bon. Problème, on a une erreur. On a une erreur non nulle. Supposons que c'est juste 1. Si vous essayez de faire de l'élimination gaussienne, votre erreur elle va exploser quand vous combinez deux lignes. Par exemple, là, j'ai essayé d'éliminer S1, et par la combinaison 3 fois l'équation 4 moins 5 fois l'équation 3, et si j'ai bien fait mes calculs, j'obtiens une équation en S2, S3, S4 égale 4 plus ou moins 8. Or, 4 plus ou moins 8, c'est les 17 valeurs possibles d'un entier modulo 17. Donc mon équation, elle ne m'apprend rien, que j'ai obtenue par élimination gaussienne. Et alors, je n'ai pas essayé toutes les autres combinaisons, mais vous commencez à voir pourquoi c'est vraiment difficile de résoudre des systèmes d'équations linéaires quand on connaît le membre droit qu'à plus ou moins une constante. Alors, ce problème LWE, il ne sort pas de nulle part. C'est un peu une généralisation de 2 problèmes antérieurs. L'un, c'est le problème de learning parity, et l'autre, c'est les problèmes sur les réseaux euclidiens. Alors, pour faire un peu de culture générale, je vais vous parler des deux. Donc, LWE généralise un problème plus ancien qui s'appelle LPN, Learning Parity with Noise. Le parity, ici, c'est une référence aux fonctions de parité. Donc, si vous avez 8 bits, vous savez que la parité de ces 8 bits, c'est la somme modulo 2, donc c'est le ou exclusif des 8 bits. Et après, vous pouvez avoir d'autres fonctions de parité où vous ne sélectionnez que certains bits. D'accord ? Donc, par exemple, la fonction de parité 3, 4, 7, ça va être le XOR des bits 3, 4 et 7. Et vous pouvez aussi l'écrire comme un produit scalaire avec un vecteur S de bits qui caractérise la fonction. D'accord ? Donc, c'est la somme modulo 2 des SI fois XI. Et donc, le problème LP, Learning Parity, c'est étant donné un certain nombre d'échantillons, des entrées X, leur parité P de S de X,
où S est secret, donc vous ne connaissez pas la fonction de parité. Vous savez que c'est une fonction de parité, vous ne savez pas laquelle. Et où X est choisi aléatoirement, est-ce que vous pouvez retrouver S, le secret, la caractéristique de la fonction de parité? Et encore une fois, c'est facile par élimination gaussienne, il suffit d'attendre d'avoir n échantillons indépendants et puis de faire des éliminations. Ceci dit, alors c'est un problème qui est connu aussi en théorie de l'apprentissage statistique, car il est difficile pour les méthodes d'apprentissage par descente de gradient. L'idée, c'est que quand on apprend les premiers exemples, les premiers échantillons ne nous apprennent rien. D'accord ? Il faut attendre d'en avoir n pour enfin tout déterminer. Mais il n'y a pas d'amélioration progressive de l'information, de la connaissance, qui est typique des méthodes d'apprentissage traditionnelles. Donc voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles ce problème a été pas mal regardé aussi en théorie d'apprentissage statistique. Mais maintenant, le vrai problème difficile, c'est learning parity with noise. Donc maintenant, il y a des erreurs. Les échantillons que vous avez, pour la plupart, c'est bien x et la parité de x, mais avec probabilité epsilon, c'est x et l'inverse de la parité de x, la négation de la parité de x. Et du coup, comment est-ce qu'on retrouve le vecteur S? Et donc, c'est un problème qui est réputé difficile même dans le cas moyen, qui est réputé difficile même avec un ordinateur quantique. Et les meilleurs algorithmes connus sont en temps et en espace sous-exponentiels. Il n'y a certainement aucun algorithme polynomial connu pour résoudre ce problème, même polynomial probabiliste pour résoudre ce problème. Bien, et donc vous voyez que LWE, c'est une généralisation avec un module qui, lui, n'est pas forcément 2, d'accord, ça peut être un modulo plus important. Et une distribution d'erreurs qui peut être plus compliquée aussi. Bien, alors l'autre problème que généralise LWE, donc, c'est les problèmes à base de réseaux euclidiens. Alors c'est quoi un réseau euclidien? Lattice, Euclidean lattice en anglais, ou lattice tout court. Donc, vous avez une base de vecteurs, une base d'un espace vectoriel, et le réseau euclidien correspondant, c'est l'ensemble des vecteurs à coordonnées entières. Donc là, si j'ai dans le plan, j'ai mes deux vecteurs B1, B2, vous voyez que ça engendre tous les points qui sont écrits ici. Bon. Et en fait, il y a plein de problèmes difficiles, algorithmiquement, sur ces réseaux euclidiens. Par exemple, le problème du vecteur le plus proche, closest vector problem, CVP. Donc vous avez un vecteur V du plan, et il faut retrouver le vecteur V0 qui appartient au réseau, donc un vecteur de coordonnées entières, qui est le plus proche de V, pour une certaine distance. Donc ici, on voit bien que c'est celui-là, sauf que là, notre base, maintenant, elle est très tordue, et c'est en fait pas évident du tout de savoir que, si on travaille juste avec les coordonnées en B1 et en B2, de savoir que c'est celui-là le plus proche. Un exemple relié, c'est le problème de trouver des vecteurs indépendants courts. Donc là, on veut, étant donné une base B1, B2, un peu tordue, d'accord, on voudrait des vecteurs indépendants et courts. Donc elle est tordue, les vecteurs sont longs, et c'est ça qui sont de normes importantes, et c'est ça qui rend les problèmes difficiles. Si on avait une base avec des vecteurs courts, ce serait beaucoup plus simple, sauf que trouver les vecteurs courts, minimaux et indépendants, c'est un problème difficile aussi. Alors il y en a plein d'autres, sans doute le problème difficile, sans doute le plus connu, c'est le shortest vector problem, le problème du vecteur le plus court. Donc trouver le plus petit vecteur non nul du réseau, ou même juste déterminer sa longueur, c'est un paramètre du réseau. Ou même déterminer ça, la longueur du réseau, de manière approchée. Donc ça c'est gap SVP. Savoir répondre par oui ou non, est-ce que la longueur du plus petit vecteur est inférieure ou égale à 1 ou supérieure ou égale à bêta pour un bêta donné. Et si le plus petit vecteur est entre 1 et bêta, on a le droit de se tromper, on a le droit de répondre n'importe quoi. Ben, même un problème très approché comme ça est NP difficile. Donc tous ces problèmes qu'on vient de voir sont NP difficiles, même approchés, comme gap SVP, même approchés avec des facteurs assez importants, bêta polynomial en la dimension du réseau n, par exemple. Et, ce qui est assez extraordinaire,
c'est qu'on peut montrer que certains de ces problèmes sont difficiles dans le cas moyen. Et ça, c'était un résultat assez remarquable de Einstein en 1995, qui a montré qu'on peut faire des réductions qui montrent que si un problème comme SVP, je crois, est difficile dans le cas le pire, alors gap SVP, par exemple, est difficile dans le cas moyen. Et c'est ça qui vraiment permet ensuite de fonder des cryptosystèmes, des systèmes de chiffrement sur ces problèmes difficiles, parce qu'ils le sont donc, non pas juste pour quelques instances, mais pour, a priori, toutes les instances, ou au moins toutes les instances tirées au hasard. Donc, voilà. Et en plus, les systèmes de chiffrement qu'on obtient à base de réseaux clients sont réputés pour être post-quantiques, donc résistants à un attaquant quantique, parce que, justement, alors sous l'hypothèse que BQPP est strictement inclus dans NP, c'est-à-dire qu'il existe des problèmes NP qui ne sont pas résolubles en temps polynomial par un ordinateur quantique. Alors ça, non, c'est pas démontré, hein, c'est comme P strictement inclus dans NP, mais on y croit assez fort. Et du coup, ces problèmes NP difficiles dans le cas moyen restent difficiles dans le cas moyen pour un ordinateur quantique. Voilà. Alors, revenons à notre problème learning with errors. On peut le voir un peu comme une généralisation du problème du vecteur le plus proche. Alors d'abord, on est dans ZQ, les entiers modulo Q, et puis dans LWE, on peut avoir un nombre d'échantillons arbitrairement grand. Mais si vous regardez LWE avec n inconnus et n échantillons, d'accord, en fait, résoudre ça, c'est essentiellement trouver les coordonnées x, d'un vecteur x, du point du réseau engendré par la base des coefficients A1 à n, qui est à faible distance du point B que vous avez comme membre droit. D'accord ? Donc, on a une généralisation du problème CVP. Et alors, donc, c'est quoi exactement formellement le problème LWE ? Donc vous avez un secret, qui est un vecteur de dimension n, un n-uplet d'entier modulo Q. Et maintenant, on considère des nombres de la forme produit scalaire de A par S plus une erreur E, le tout modulo Q. Donc A, c'est un vecteur aléatoire uniforme. S, donc c'est la clé secrète. Et E, c'est un entier petit, aléatoire, avec une certaine distribution, xi, par exemple, gaussienne centrée sur 0. Bon. Et donc, histoire de perturber le résultat de ce produit scalaire. Et le problème LWE, c'est étant donné un ensemble de couples, vecteur aléatoire A et entier AS plus E modulo Q, est-ce que vous pouvez retrouver le secret S ? Et alors, comme souvent dans ces problèmes, il y a une variante décisionnelle qui est encore plus simple, où il faut juste répondre oui ou non. Et la question à laquelle il faut répondre oui ou non, c'est est-ce qu'on peut distinguer entre un ensemble de couples de cette forme, où A et E sont tirés au hasard suivant ces règles, et un ensemble de couples A-U, où A est tiré au hasard de manière uniforme, et U est un entier tiré aussi au hasard de manière uniforme. Donc est-ce qu'on peut distinguer entre une séquence, un ensemble de couples comme ça et un ensemble de couples complètement aléatoires ? Eh bien, ces problèmes-là sont difficiles. Donc ça, c'est les résultats de Regev. Oui, j'avais dit 2009 tout à l'heure, je crois, les premiers résultats sont antérieurs, plutôt 2006, 2005, 2006. En particulier, donc, si Q est suffisamment grand, exponentiel en n, le problème LWE est au moins aussi difficile que gap SVP approché à un facteur polynomial près, donc un problème qui est déjà connu pour être difficile sur les réseaux euclidiens. Et alors au moins dans l'article original de Regev, je ne sais pas si cette limitation a été levée depuis, si Q est seulement polynomial en n, alors on a aussi une réduction qui montre que LVE est au moins aussi difficile que gap SVP ou d'autres problèmes approchés. Mais la réduction utilise un ordinateur quantique. Bon. Oui, on sait aussi que LVE décisionnel est aussi difficile que LWE.
Et on sait que LWE décisionnel est aussi difficile dans le cas moyen que dans le cas le pire. Donc, tout ça laisse vraiment entendre que LWE, même décisionnel, est un problème difficile dans le cas moyen. Et du coup, eh bien, on va pouvoir s'en servir pour faire des cryptosystèmes aussi. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Bien, donc, des chiffrements à base de ce problème LWE. Donc la construction générale, ben, c'est un peu celle qu'on avait vue la semaine dernière. C'est cacher le message en clair dans le terme d'erreur. Le petit E qui sert à perturber les membres droits des équations de LWE. Et donc pour faire un chiffrement symétrique, donc la clé secrète S, c'est un vecteur de nombres, et modulo Q, et pour chiffrer, donc on tire un vecteur aléatoire A, on fait le produit scalaire de A par S, et on perturbe le résultat avec une fonction randomisée du message. Donc c'est une fonction qui va injecter du bruit, en plus du message. Évidemment, il faut qu'elle soit inversible, sinon on ne pourra jamais déchiffrer. Et il vaut mieux, et notamment pour avoir ensuite de bonnes propriétés de chiffrement homomorphe, qu'elle soit additive. Et on va voir les deux exemples classiques de fonction f. Mais voilà, donc f injecte le message dans un petit bruit et qui sert à perturber un plus grand bruit qui est le produit scalaire de A par S. Comment on déchiffre? Ben, si on connaît la clé secrète, c'est facile. D'abord, on forme le produit scalaire de A par S, on soustrait ça à B, ça nous redonne le terme d'erreur f de m, et il n'y a plus qu'à l'inverser pour retrouver m. D'accord? Donc si on connaît la clé S, c'est facile. Si on ne connaît pas la clé S, en revanche, ben, on est essentiellement sur un problème LWE décisionnel. Le chiffrement de M par S est indistinguable de paires complètement aléatoires, d'un vecteur aléatoire A et d'un entier aléatoire B. Et donc, si on est d'accord sur le fait que le problème LWE décisionnel est difficile, on a un chiffrement qui est ind CPA, c'est-à-dire que l'attaquant ne peut pas distinguer les chiffrés de deux messages, il ne peut même pas distinguer entre un message chiffré et du bruit. D'accord. Voilà, donc une idée très simple. Et alors comment on encode avec cette fonction f? Ben, il y a essentiellement deux encodages, et comme on est un informaticien, il y en a un, ça va être dans les bits de poids fort, et l'autre dans les bits de poids faible. D'accord? Encoder dans les bits du milieu, aucun informaticien raisonnable ne fera jamais ça. Donc ça nous fait deux codages, un qui est big endian et l'autre little endian. Mais comme j'aime beaucoup les traductions françaises grand boutiste et petit boutiste, nous allons parler de grand boutiste et de petit boutiste. Donc l'encodage grand boutiste met m dans les poids forts du résultat de f. Et donc, en fait, on peut voir ça sur le petit dessin ici. Si par exemple votre module Q c'est une puissance de 2, donc avec grand Q bits, alors vous allez mettre le message m dans les bits de poids fort, vous allez mettre du bruit R dans les bits de poids faible, et peut-être laisser un peu de marge, parce que le bruit va augmenter pendant certaines opérations. Et tant que le bruit ne déborde pas, tant que la zone rouge et la zone verte ne se chevauchent pas, vous pourrez toujours inverser en récupérant le message qui est dans les bits de poids fort. Donc formellement, on écrit ça comme ça, f de m c'est delta m plus R, donc delta c'est un facteur d'échelle, R est aléatoire, de valeur absolue strictement plus petit que delta sur 2, sinon ça déborde dans le message. L'inversion, c'est juste diviser par delta et arrondir au plus proche. Les messages M sont des entiers dans ZT, des entiers modulo T, où T est le quotient de Q par delta. Et voilà. Donc on a notre encodage grand boutiste. Après, il y a aussi dans la littérature des gens qui utilisent l'encodage petit boutiste. Cette fois-là, M est dans les poids faibles, donc vous le voyez ici sur le dessin. Donc là, on a 3 bits de message, les 3 bits de poids faible, et le reste est complété avec du bruit. Et donc là aussi, c'est bien de se laisser un peu de marge, donc des bits qui sont égaux aux bits de signe de R, parce que certaines opérations vont augmenter le bruit, et si le bruit déborde ici, en fait, on
le calcul de déchiffrement qui est là ne veut plus rien dire. Bien, donc, où est-ce que j'en étais? Little Indian, oui. Et donc formellement, maintenant, c'est f de m qui est delta r plus m, donc c'est le bruit r qui est mis à l'échelle par le facteur delta, et le message qui est additionné. Alors, dans les deux cas, il y a un chiffrement trivial. Donc, si vous avez un message qui ne révèle pas d'information confidentielle, par exemple, c'est une constante, c'est la constante 1, ou bien il est déjà chiffré. Alors, il y a un chiffrement trivial, que je vais noter E de 0, où le gros bruit, le vecteur aléatoire A est pris égal à 0, et le petit bruit R est pris égal à 0 aussi. D'accord ? Et donc ça vous donne des messages qui ne sont pas du tout chiffrés, qui ne sont pas du tout bruités, mais qui vont se déchiffrer en le message M d'origine, quelle que soit la clé secrète S. Et ça, c'est une propriété ça peut dépanner dans certains cas. Alors oui, dans tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est déchiffrement à clé secrète. D'accord, le secret S, il sert à la fois pour chiffrer et pour déchiffrer. Et en fait, pour les applications de chiffrement homomorphe, on n'a pas vraiment besoin de chiffrement à clé publique, mais on peut quand même le faire. Et ça, c'est une construction générale pour tout chiffrement homomorphe par addition. On peut dire une clé publique, ça va être un certain nombre de chiffrements de 0. Donc c'est des paires d'un vecteur aléatoire et de AI, de AI scalaire S plus un petit bruit avec 0 dans la position de message. Et du coup, pour chiffrer M avec une clé publique comme ça, il suffit de prendre un sous-ensemble aléatoire de ces échantillons, de ces chiffrements de 0, en faire la somme point à point, c'est toujours un chiffrement de 0. Il y a une quantité respectable d'aléas dedans, et on ajoute notre message M, soit en position petit boutiste, soit en position grand boutiste. Voilà. Donc on peut toujours, si on a besoin, créer une clé publique et s'en servir pour faire du chiffrement à clé publique. Ah oui, alors maintenant, donc ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est comment on chiffre un petit entier, d'accord, M, ou peut-être juste un bit, ou quelques bits. Maintenant, si on a besoin d'un message plus gros, bon, ben, on peut le décomposer en n petits entiers, M1, Mn, donc on a un vecteur M de messages, et du coup, le chiffrement, ben, on va chiffrer chaque petit message indépendamment, et donc ça revient essentiellement à envoyer une matrice n croix n aléatoire grand A, et le produit scalaire, ça devient une application de matrice au vecteur secret S, et qui nous donne un vecteur d'entier et qu'on perturbe avec notre fonction f appliquée aux composantes du message. D'accord ? Donc là, c'est vraiment faire n chiffrements en parallèle de n messages. Le problème, c'est que ce n'est pas très efficace. D'accord ? Le chiffré est de taille quadratique en le nombre de messages, puisqu'on a une matrice n croix n. D'accord ? Donc on se retrouve avec n carré plus n entier de modulo q, par exemple des entiers 64 bits, pour coder n petits messages, par exemple n bits ou n octets. Et des paramètres typiquement utilisés, c'est par exemple n qui vaut 1024, q qui vaut 2 puissance 32 ou 2 puissance 64. Donc avec 2 puissance 64, vous voyez qu'on a déjà 8 mégaoctets de chiffrés pour 1 kilooctet de clair. C'est un peu beaucoup. Mais il y a une astuce qui est de remarquer que l'impératrice A, peut-être elle n'a pas besoin d'être aléatoire quelconque. Peut-être qu'elle peut avoir une forme un peu spéciale. Et l'idée, c'est juste de tirer au hasard la première ligne, ça fait que n nombres, et d'en déduire les lignes suivantes par rotation et changement de signe. Donc, pour la première ligne, je décale vers la droite, et an-1 rentre vers la gauche en changeant de signe. Pour la deuxième ligne, c'est an-2 qui rentre par la gauche en changeant de signe, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai seulement A0 qui est tout à droite et qui n'a pas changé de signe, et tous les autres sont à gauche et ont changé de signe. Alors, pourquoi une matrice comme ça ? Pourquoi cette forme-là et pas n'importe quelle autre manière d'expanser n nombre en n carré nombre ? Eh bien, parce que ça correspond à une multiplication de polynômes. Alors, pas n'importe quelle
anneau de polynômes. L'anneau des polynômes modulo x puissance n plus 1, donc des polynômes dans lesquels x puissance n c'est moins 1, x puissance n plus 1 c'est moins x, et ainsi de suite. Donc c'est des polynômes qui restent toujours de degré n plus 1 au plus, d'accord ? Et donc on peut caractériser par des n-uplets de coefficients. Et si ça, c'est les coefficients de votre polynôme, la première ligne, là, c'est les coefficients du polynôme multiplié par x. OK ? Là, on a le coefficient de x, qui était le coefficient constant, et puis le nouveau coefficient constant, c'était l'ancien coefficient de x puissance n-1. La deuxième ligne, c'est les coefficients quand vous avez multiplié par x puissance 2, et la dernière ligne, c'est les coefficients quand vous avez multiplié par x puissance n-1. Et donc, si vous appliquez cette matrice à un vecteur, vous faites la multiplication de polynômes. D'où la variante de LWE qui s'appelle RLWE, Ring Learning with Error, donc ring comme anneau, c'est une référence à l'anneau des polynômes, modulo x puissance n plus 1, parce que dans cette variante, le secret S, l'aléa A, le bruit R, le texte clair M et le chiffret C sont tous vus comme des polynômes. Et du coup, le codage, c'est prendre un polynôme aléatoire A, multiplier A par le secret S, modulo xn plus 1, ajouter un terme d'erreur et ajouter le message. D'accord ? Et ce qui est très joli ici, c'est que la taille du chiffré est linéaire en la taille du clair. Le texte clair, c'est n petits entiers, et le chiffré, c'est deux polynômes, donc c'est 2n entiers modulo q. Et pourtant, on n'a pas perdu en sécurité, puisqu'on peut prouver la sécurité par réduction au problème RLWE, donc qui est le problème LWE, mais où maintenant, au lieu d'avoir des entiers modulo q, on a des polynômes modulo ça. Et alors le problème est connu pour être difficile au moins si n est une puissance de 2. Il semble que si n n'est pas une puissance de 2, il y a des factorisations du polynôme x puissance n plus 1 qui permettent de faire des choses un peu rusées. Mais voilà, je répète juste ce que j'ai entendu dire et ce qui doit être bien documenté dans la littérature. Bien. Et pour finir, il y a une généralisation de LVE et de RLWE qui s'appelle GLWE et qui consiste en fait à avoir des secrets de l'aléa qui maintenant sont des k-uplets de polynômes. Donc ça ressemble un peu à LWE au sens où le secret et le bruit ont une dimension plus grande que le clair, mais ce sont des polynômes et pas des entiers comme dans des polynômes comme dans RLWE, mais pas des entiers comme dans LWE. Et en fait, la principale raison de considérer ce problème, c'est que ça unifie LWE dans le cas n égale 1 et RLWE dans le cas k égale 1, et ça permet d'écrire des algorithmes qui fonctionnent dans les deux cas. Bien, et donc par la suite, je vais parler principalement de LWE, mais pratiquement tout ce que je vais dire est vrai pour RLWE et GLWE. Bien. Alors, revenons un peu à nos moutons qui sont le calcul homomorphe. N'est-ce pas compliqué de voir que ce chiffrement, il est homomorphe pour l'addition et pour la multiplication par de petites constantes. Alors, il est faiblement homomorphe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'erreur va finir par déborder. Donc, si vous regardez par exemple en grand boutiste, vous avez deux chiffrés, donc deux couples de la forme un vecteur et un produit scalaire perturbé par un bruit et contenant le message. Et vous avez donc deux couples de cette forme. Si vous les additionnez point à point, vous obtenez un vecteur aléatoire A1 plus A2 et le produit scalaire A1 plus A2 S plus delta fois la somme des messages plus la somme des bruits. Et ça, donc vous pouvez vérifier que ça fait un chiffré de M1 plus M2 modulo T, T étant le nombre de bits avec lequel vous encodez les messages, à condition que l'erreur R1 plus R2 ne se mette pas à déborder dans le message, et donc R1 plus R2 doit rester strictement plus petit que delta sur 2. Et ça marche aussi en petit boutiste, c'est juste... La manière dont on regroupe les termes d'erreur et de message est légèrement différente. Et ça marche aussi avec des polynômes et des séquences de polynômes.
Donc, pas de problème pour l'addition. Et comme dans le système qu'on avait vu la semaine dernière, le bruit augmente relativement peu. Vous voyez que le bruit en valeur absolue, c'est la somme des valeurs absolues des bruits. Et si vos bruits sont gaussiens et centrés sur 0, ça va rester gaussien, centré sur 0, et très rarement débordé. Bien, donc tout se passe bien pour l'addition. Et du coup, tout se passe bien pour la multiplication par une petite constante, k. Vous pouvez voir ça comme k addition successive, mais vous pouvez aussi faire le calcul direct. Si vous multipliez point à point votre chiffré de m que vous voyez ici par la constante k, donc vous multipliez le vecteur d'erreur a, vous multipliez le produit scalaire, vous multipliez le terme m et vous multipliez le terme d'erreur. Donc vous avez un chiffré de k fois m modulo t si le terme d'erreur, k fois r, reste strictement plus petit que delta sur 2. Donc c'est souvent le cas si k est petit, 3, 4, 5, 10. Évidemment, si k est de l'ordre de q, par exemple, si c'est un entier 32 bits ou 64 bits arbitraire, ça va déborder. Mais là, il y a une autre astuce, si on veut pouvoir multiplier par des grands nombres, jusqu'à q-1 inclus, qui est de décomposer la constante k dans une base, b. Alors, bêta, donc en général, q est une puissance de 2, donc on pourrait dire que bêta c'est 2, et on va décomposer la constante k en un certain nombre de bits, des coefficients k0, k1, k2, qui sont 0 ou 1. Après, on peut aussi prendre une base qui est 4 ou 8 pour avoir un plus petit nombre de coefficients et des coefficients un petit peu plus grands. Et maintenant, on suppose qu'au lieu de chiffrer juste le message m, on a chiffré m mis à l'échelle, mis aux échelles bêta, bêta carré, bêta cube, etc. Donc on manipule à la fois un chiffré de m, un chiffré de bêta m, un chiffré de bêta carré de m, jusqu'à un chiffré de bêta L puissance L-1 de m. Donc c'est un chiffrement redondant, mais qui va nous permettre de calculer homomorphiquement le produit k fois m sans avoir trop de bruit. Parce que il suffit de faire les produits, donc k0 fois le chiffré de m, rappelez-vous k0 c'est un petit nombre, d'accord, donc ça va faire peu de bruit, plus k1 fois le chiffré de bêta m, plus k2 fois le chiffré de bêta carré m, et ainsi de suite. Et ça, par propriété homomorphe de l'addition et de la multiplication par une constante, c'est un chiffré de k0m plus k1 bêta m plus k2 bêta carré m, etc. Et si vous regroupez et vous factorisez, si vous factorisez et que m et que vous voyez que ça c'est k, eh bien c'est le produit k fois m. D'accord ? Donc en faisant L petite multiplication, enfin multiplication par des petits nombres, on a réussi à faire une multiplication par un grand nombre, sans que le bruit augmente trop. Bien sûr, le coût à payer, c'est d'avoir à manipuler des chiffrements redondants comme celui-là. Bien, donc jusqu'ici tout se passe bien, mais il reste la grande inconnue qui est comment on multiplie deux chiffrés. D'accord ? Parce qu'ici, on a multiplié un chiffré par un clair, ça c'est relativement facile. Maintenant, comment est-ce qu'on peut multiplier deux chiffrés entre eux ? Et alors c'est là qu'il y a plusieurs approches. Je vais vous montrer l'approche dite BGV, du nom des auteurs, Brakerski, Gentry et Vaikunathan ou quelque chose comme ça. Et avant, un petit interlude, un petit rappel mathématique avant d'embrayer sur la multiplication homomorphe, un petit rappel sur le produit tensoriel de deux vecteurs. Donc vous avez deux vecteurs U et V de dimensions respectives n et m. Et le produit tensoriel, c'est un grand mot pour quelque chose de très simple, c'est un vecteur de dimension n fois m, et dont les composantes, c'est les produits d'une composante de U et d'une composante de V. D'accord, donc U1V1 jusqu'à U1VM, U2V1, etc., jusqu'à UNVM. Donc on voit bien apparaître les n fois m nombres. Et la seule et unique propriété du produit tensoriel qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est qu'il commute avec le produit scalaire. Donc si vous avez un produit scalaire de U1 et U2 et un produit scalaire de V1 et V2 et que vous les multipliez entre eux, c'est deux scalaires, donc le résultat est un scalaire,
bien, c'est la même chose que le produit scalaire de U1 tenseur V1 et U2 tenseur V2. Et il suffit de développer ce produit ici pour trouver les termes de ce produit qui est là. Donc, ce n'est pas un résultat très profond, mais il va nous aider. Alors, donc la multiplication de deux chiffrés, telle que proposée par Brakerski, Gentry et Vaikuntanathan, j'oublie toujours une syllabe dans son nom, pardon Vinod, alors, il travaille avec un codage petit boutiste, c'est un petit peu plus facile à expliquer avec un petit boutiste. Donc, supposons donc deux chiffrés, C1 et C2, des messages M1 et M2. Donc, on a deux vecteurs aléatoires A1, A2, et deux scalaires B1, B2, qui sont un produit scalaire S plus du bruit plus du message. Maintenant, si on fait bêtement le produit des deux B1, B2, d'accord, et qu'on développe, on voit apparaître tout à droite le produit M1 fois M2, ça c'est intéressant. On voit apparaître plein de termes avec delta en facteur, donc on va se dire c'est peut-être ça notre futur terme d'erreur, et on voit apparaître le produit de deux produits scalaires, A1 scalaire S et A2 scalaire S, qui, comme on vient de le voir, c'est le produit scalaire de A1 tensoriel A2, S tensoriel S. Bon. Et donc, si on cligne un peu des yeux, et si les erreurs ne sont pas trop grandes, A1 tenseur A2 et B1 fois B2, ça ressemble à un chiffré de M1 fois M2. Aurions-nous obtenu notre multiplication homomorphe? La réponse n'est pas tout à fait, parce que ce n'est pas la bonne clé. D'accord? C'est un chiffré, mais pour la clé S tenseur S, au lieu de S. Et le problème de cette clé S tenseur S, c'est qu'elle est beaucoup plus grosse. Donc elle est en dimension n carré. Et de même, le bruit ici, A1 tenseur A2 est en dimension n carré au lieu de n. Et on ne peut pas se permettre d'élever la dimension au carré à chaque multiplication. Rappelez-vous, on part de n de l'ordre de 1024, par exemple. Donc ça ne va pas le faire. Mais qu'à cela ne tienne, dans l'approche BGV, on va quand même faire ce produit tensoriel qui nous explose la dimension et qui nous change la clé en S tenseur S. Et on va faire une procédure de changement de clé qui va nous ramener en dimension n, soit à la clé S d'origine, ou, si on veut, pour éviter des hypothèses circulaires, si on veut éviter de chiffrer un truc avec lui-même, une autre clé S' de notre choix, qui aura la bonne dimension n. Et après, il y a une deuxième astuce qu'ils appliquent, qui s'appelle la réduction de modules, et là, on va changer le module, et ça va nous aider à mieux contrôler le bruit. Mais ça, je vais revenir là-dessus plus tard. Déjà, voyons un peu cette procédure de changement de clé. Donc on a un chiffré C, donc un vecteur A, un scalaire B pour un message M, avec une clé S. Et on voudrait un chiffré C' du même message, mais avec une autre clé S'. Et l'idée, c'est qu'on va réaliser un déchiffrement partiel de C, et avec des opérations homomorphes sous la clé S'. Et c'est ça qui va nous donner le résultat. Plus précisément, le calculateur suppose qu'on lui a fourni, alors bien sûr on ne peut pas lui fournir ni la clé S ni la clé S' en clair, d'accord, parce que c'est des secrets. En revanche, on peut lui fournir S chiffré avec S', donc l'ancienne clé chiffrée avec la nouvelle. Et donc a priori c'est un vecteur de n bits, d'accord. Alors on va supposer que si la clé c'est juste des bits 0, 1, donc ça va faire des n chiffrés de n bits. Et il est bon, vous allez voir pourquoi bientôt, que chacun de ces chiffrés soit sous forme étagée, qu'on a vu tout à l'heure. Bon, maintenant on peut calculer B moins le produit scalaire AS de manière homomorphe. On connaît B, on connaît A, on ne connaît pas S, mais on connaît un chiffré de S avec S'. Et donc, si on fait un chiffrement trivial de B, qu'on lui enlève A1 multiplié par le chiffré
de S1, A2 multiplié par le chiffré de S2, AN multiplié par le chiffré de Sn, grâce aux propriétés d'homomorphisme qu'on a vues tout à l'heure, de l'addition de la multiplication par une constante. C'est un chiffré de B moins AS avec la clé S'. Alors, pour que le bruit n'explose pas, il faut utiliser la forme étagée, la forme leveled, parce que les facteurs A1, AN sont arbitrairement grands. Bon. Et une fois qu'on a un chiffré de B-AS avec la clé S', eh bien, j'affirme que c'est aussi un chiffré du message M d'origine avec la clé S'. Alors, on peut le voir assez facilement en petit boutiste. Allez. Donc, si on a un chiffrement A', B' de B-AS, rappelez-vous, B-AS, c'est le message M perturbé par delta R. Et si on écrit ce que ça veut dire, que A', B' est un message de un chiffré de delta R plus M, on voit en fait que c'est delta R' plus R plus M. Oups, pardon. Donc, décidément, c'est le message M chiffré avec un bruit R plus R, et tant qu'il reste suffisamment petit, on a bien un chiffré de M. Donc ce calcul homomorphe nous donne bien un chiffré de M avec la nouvelle clé S', pourvu que le bruit n'augmente pas trop. D'accord ? Donc on a réussi notre changement de clé, et la nouvelle clé peut tout à fait être d'une autre dimension que la première clé. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on a quand même un problème avec le bruit, donc au sens où le bruit augmente très vite par cette procédure de multiplication et de changement de clé ensuite. Donc rappelez-vous que le bruit, donc on va définir le bruit d'un chiffré comme étant l'ordre de grandeur du terme d'erreur, delta R, et il faut qu'il reste strictement plus petit que le module Q si on veut pouvoir déchiffrer. Sinon, on a des débordements et on ne peut plus extraire le message. Et donc, si on a deux arguments avec un bruit B, on peut assez facilement analyser le produit tensoriel des changements de clé et voir qu'ils vont produire un chiffré qui a un bruit de l'ordre de B carré, en valeur absolue. Et donc, en nombre de bits, ça veut dire que le nombre de bits d'erreur de bruit double à chaque multiplication, ce qui va limiter beaucoup la profondeur multiplicative des circuits ou le degré des polynômes qu'on peut évaluer homomorphiquement. Par exemple, si on part avec Q qui est B puissance 10, B c'est le niveau initial de bruit de nos chiffrés, et le module c'est B puissance 10, on se dit, bon, on a de la marge, sauf que après une couche de multiplication, donc qui nous permet d'évaluer des polynômes de degré jusqu'à 2, on est avec une erreur B carré, puis avec une couche supplémentaire de multiplication, là on a des polynômes de degré 4, mais une erreur de B puissance 4, une troisième couche de multiplication, on a des polynômes de degré 8, une erreur B puissance 8, et on ne peut plus faire de multiplication parce qu'on aurait une erreur de B puissance 16 qui explose le module Q. Donc c'est le même problème qu'on avait rencontré déjà la semaine dernière. Mais il y a une astuce qui est qu'on peut réduire le module à chaque multiplication. Et ça va faire que l'erreur absolue, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Oui, l'erreur absolue va rester à peu près constante. Le ratio entre l'erreur absolue et le module va continuer à augmenter, d'accord ? Mais l'erreur absolue, elle va rester à peu près constante et ça va nous permettre d'aller plus loin. Vous voyez, ici, donc, on part de chiffrer avec du bruit B et un module B puissance 10. On les combine pour faire des polynômes de degré 2. On obtient du bruit B carré et modulo B puissance 10. Mais on va réduire le module en B puissance 9, ce qui va aussi réduire le bruit. D'accord ? Donc maintenant, on a un bruit de B sur B puissance 9 qui est égal à B carré sur B puissance 10. D'accord ? Mais en valeur absolue, c'est B. Et du coup, à l'étape d'après, on va avoir B carré sur un module de B puissance 9, c'est-à-dire B sur un module de B puissance 8, puis B sur un module de B puissance 7, puis B sur un module de B puissance 6, et vous voyez, on peut continuer comme ça, jusqu'à ce que le module soit trop proche du bruit. C'est-à-dire si B carré, B cube, ça commence à devenir un peu douteux, mais vous voyez qu'on peut avancer linéairement. On a une profondeur maximale qui est linéaire en n, n étant, donc si Q0 c'est B puissance n, profondeur maximale qui est linéaire en n, qui est n moins une petite constante, et non pas logarithmique en n.
comme avant. Et donc, si on calcule bien son coût, on prend un module initial qui est suffisamment costaud, et qu'on fait ce changement de module à chaque multiplication, eh bien, on peut faire des circuits avec une profondeur multiplicative assez élevée, sans jamais avoir besoin de faire un bootstrap. Alors, comment on fait le changement de module? Cette fois-là, je l'explique sur la représentation grand-boutiste parce que c'est un peu plus simple. Donc, on a deux modules Q et Q', et a priori, Q' est plus petit que Q. Et on suppose que le facteur d'échelle delta, si on le met à l'échelle, si on le scale, si on le met à l'échelle Q' sur Q, on obtient un nouvel entier delta'. Et maintenant, si vous avez un chiffré AB modulo Q de M en grand-boutiste, l'idée c'est tout simplement de multiplier les coefficients de A et multiplier B par le ratio Q' sur Q et d'arrondir au plus proche. C'est pas plus compliqué que ça. Et si vous supposez que la clé est binaire, c'est juste des bits 0 ou 1, on montre assez facilement que B' c'est bien le produit scalaire de A' et de S, plus une delta' fois le message M, plus un terme d'erreur qui a été passé à l'échelle, plus un nouveau terme d'erreur epsilon, mais qui n'est pas très grand, qui est de l'ordre de O de n, puisque en fait c'est des arrondis plus ou moins 1,5 au maximum, qui s'additionnent, mais ça n'explose pas. Et du coup, si votre delta', votre nouveau facteur d'échelle reste suffisamment grand, vous avez bien A'B' qui est un chiffré modulo Q' de M. Bon. Donc tout se passe bien. Et du coup, on peut faire ce que Brackerski et ses co-auteurs appellent un chiffrement étagé. Donc on se donne au départ la profondeur maximale D dont on va avoir besoin pour évaluer notre circuit. C'est-à-dire le client, celui qui met en place le calcul homomorphe, il va choisir des modules, Q1 jusqu'à QD, avec QI sur QI plus 1 de l'ordre de B, donc des modules qui décroissent régulièrement d'un facteur à peu près B, où B est le niveau de bris minimal qu'on désire. Et D, clé secrète, et il va transmettre au calculateur la suite des modules, les matrices de changement de clé, donc qui sont les chiffrements avec la clé suivante SI plus 1 de SI tenseur SI, d'accord. Et avec ça, le calculateur il peut évaluer homomorphiquement tout circuit de profondeur multiplicative inférieure ou égale à D. Il faut juste changer de clé et de module à chaque multiplication. Alors, un petit exemple de circuit étagé. Je reprends les exemples de circuits du cours précédent. Là, vous avez l'additionneur complet, donc celui qui prend 2 bits A et B et un bit de retenue Cin en entrée, et qui vous fait un bit de somme et un bit de retenue en sortie. Donc, vous voyez, le bit de somme, c'est un XOR des 3 entrées, donc il est au même étage, au même niveau. Il n'y a pas eu de changement de clé ni de module. En revanche, pour calculer la retenue sortante, il faut faire des et pair à pair des entrées et un XOR du résultat. Donc les et qui sont là font changer d'étage, font changer de module, et le XOR, en revanche, ne change pas d'étage. Donc la retenue sortante, elle, est à l'étage d'après. Et maintenant, vous pouvez chaîner des petits additionneurs comme ça, pour faire un additionneur n bits. Alors c'est très joli parce que donc pour le premier bit, vous êtes à l'étage 1, et la sortie est à l'étage 1. En revanche, la retenue sortante est à l'étage 2. Donc maintenant, les deuxièmes bits doivent être fournis avec le deuxième module, la deuxième clé. Et ainsi de suite jusqu'à la retenue sortante qui va être à l'étage n plus 1. D'accord. Voilà, donc ça c'était une manière de faire la multiplication homomorphe sans avoir trop de problèmes d'explosion de bruit. Maintenant, alors oui, de deux choses l'une, soit en fait vous arrivez à évaluer le calcul qui vous intéresse avec une profondeur multiplicative raisonnable, une profondeur D que vous étiez donnée au départ, auquel cas il n'y a plus besoin de bootstrap. Et c'est tant mieux, parce qu'on a vraiment peur que le bootstrap soit coûteux.
Et on peut évaluer des circuits assez respectables avec une profondeur multiplicative entre 50 et 100. Un benchmark qui est souvent employé dans ce milieu, c'est un circuit qui évalue le chiffrement AES de manière homomorphe. Alors ça présente un petit intérêt parce que ça permet d'envoyer des données chiffrées par AES, un calcul homomorphe qui va ensuite donc les déchiffrer, mais qui vont rester chiffrés quand même, et travailler dessus. Et le chiffrement AES étant beaucoup plus efficace que le chiffrement utilisé pour le calcul homomorphe. Donc ça peut avoir un petit intérêt. Bref. Et donc AES, c'est quand même un circuit assez respectable, de quelques milliers de portes, et on arrive à le mettre sous forme d'un circuit de profondeur multiplicative maximale entre 50 et 100. Et donc on arrive à l'évaluer homomorphiquement sans bootstrap, en partant de modules initiaux assez gros quand même. Bien. Donc ça, c'est une approche. Et l'autre approche, c'est de dire, mais non, on a encore besoin de bootstrap, mais on va le faire efficacement. Et donc ça, c'est l'approche qui a été développée dans deux systèmes, développés principalement en France d'ailleurs, qui sont appelés successivement FHEV et maintenant TFHE. TFHE voulant dire Torus Fully Homomorphic Encryption, donc chiffrement complètement homomorphe sur le Tor. Et on va voir des dessins de Tor bientôt. Alors, rappelons-nous ce que c'est que le bootstrap et en quoi c'est presque un changement de clé, mais un peu plus. Donc, le bootstrap, vous avez un chiffre C avec une clé S. Vous voulez produire un chiffre C' avec une clé qui peut être différente, S', mais qui peut être la même. Tel que C' se déchiffre avec S' en le même message M que C quand il se déchiffre avec S. Et, donc ça, c'est juste un changement de clé. Et le bruit de C' est réinitialisé. Il est indépendant de celui de C, il ne dépend que de la procédure de bootstrap. Et donc le changement de clé, ça vous donne la propriété 1, mais ça ne vous donne pas la propriété 2. Parce que le bruit de C', ça reste le bruit de C plus le bruit du changement de base, de clé, mais vous n'avez pas éliminé le bruit inhérent à C. Bien. Mais on y est presque. C'est l'idée donc développée par Ilaria Chilotti et ses co-auteurs, Nicolas Gama, Maria Georgieva, Malika Isabachen et ensuite d'autres. L'idée, donc, c'est quoi le déchiffrement qu'il faut réaliser? Si on veut déchiffrer complètement, donc on part d'un chiffrement grand bootiste, et on a un chiffré AB. La première étape, c'est de calculer le terme d'erreur, en faisant B moins produit scalaire AS, et ça, on a déjà vu tout à l'heure comment on peut faire ça de manière homomorphe. Maintenant, il reste à extraire le message M, donc qui est la division arrondie au plus proche de l'erreur E par le facteur d'échelle delta, et à réaliser ça de manière homomorphe. Donc voilà, si on veut maintenant faire un déchiffrement homomorphe, on fait ce calcul de l'erreur chiffrée avec la nouvelle clé S', mais on a déjà vu comment le faire tout à l'heure. Et maintenant, ce qui est plus difficile, c'est d'extraire M qui soit chiffré avec S' et qui soit d'un bruit minimal. Donc le bruit de M surchiffré ne soit pas influencé par le bruit d'origine. Et pour ce faire, donc, l'étape 1, c'est par changement de clé, en utilisant donc la clé S chiffrée avec S'. Et l'étape 2, l'idée brillante de ces auteurs, c'est que, en fait, c'est l'accès dans une table. D'accord ? Étant donné le terme d'erreur E, que j'ai noté I ici, je suis désolé, donc il y a un entier dans ZQ. Ce que vous voulez obtenir, c'est un chiffré de I divisé par delta arrondi au plus proche, avec S' de bruit minimal. Et quelque part, il n'y a qu'à faire une table de toutes ces valeurs possibles, de tous ces chiffrés, d'accord, et il n'y a qu'à indexer dedans, de manière homomorphe. Alors, je vous avais promis des tors, les voici. Donc ça, c'est les entiers modulo Q, d'accord. Et le calcul à réaliser, prendre l'entier divisé par delta et arrondir au plus proche, c'est en fait, ici j'ai pris delta égale 4, c'est savoir dans quel quadrant vous êtes. Okay, donc, est-ce que vous êtes plus près de 0, plus près de Q sur 4, plus près de Q sur 2 ou plus près de 3Q sur 4 ?
C'est tout. Et si vous représentez ça par une table, ben vous avez cette petite table à 64 cases, d'accord, avec, que je ne me trompe pas, 8 cases qui contiennent 0, 16 cases qui contiennent 1, 16 cases qui contiennent 2, 16 cases qui contiennent 3, 8 cases qui contiennent 0. Bon. Alors, bon, en pratique, Q c'est beaucoup plus grand, 2 puissance 32 ou 2 puissance 64, donc on ne va pas faire une table de cette taille. Mais, rappelez-vous, on sait aussi changer de module, et donc, quitte à réduire un peu drastiquement le module avant de faire ce déchiffrement homomorphe, ou quand on en est à faire ça, on va pouvoir se ramener à un Q qui est beaucoup plus raisonnable. Ici, j'ai pris Q égale 16, par exemple, et donc on n'a plus qu'une table à 16 éléments. Bon, je suis peut-être allé un peu fort. Mais on peut avoir, disons, des tables à quelques centaines ou peut-être un millier d'éléments, mais toujours la même structure. D'accord? Des 0, des 1, des 2, des 3. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir indexer dans une table et indexer de manière homomorphe? Parce que l'index, ça va être, il est chiffré, on ne l'a pas en clair. Donc l'idée, ben, c'est, encore une fois, de faire appel à des polynômes, donc de représenter une table à n entrées comme un polynôme modulo x puissance n plus 1. Donc c'est la représentation RLW, E. Et maintenant, comment est-ce qu'on extrait le IM entrée? Donc comment est-ce qu'on extrait le IM coefficient d'un thème polynôme? Eh bien, l'idée, c'est de faire une multiplication par x puissance moins i, et ça, c'est un peu l'équivalent d'une rotation de i cases vers les poids faibles. Alors, ce n'est pas tout à fait une rotation, parce qu'il y a des choses qui changent de signe, c'est un peu agaçant, mais en revanche, le coefficient constant de x puissance moins i fois v, si i est plus petit que n, ça va effectivement être le coefficient, le im coefficient du polynôme v d'origine. D'accord? Donc, rotation, puis on extrait juste le coefficient constant du polynôme, ça va nous donner notre lookup. Alors, comment on fait? C'est une rotation comme ça, une multiplication par un tel polynôme? Eh bien, on ouvre son livre d'électronique digitale et à la page circuit de décalage, et là on voit qu'il y a un décaleur à barillet, barrel shifter en bon anglais, qui en plus est très efficace. Si vous avez une décomposition binaire de votre index i, donc i c'est un bit i0 plus 2 fois i1 plus 4 fois i2, ou i0, i1, i2, ça vaut 0 ou 1, c'est des bits. D'accord? Eh bien, donc c'est quoi un décaleur à barillet? Ben, c'est un truc qui décale de 1 si i0 vaut 1, et puis pas du tout si i0 vaut 0, puis de 2 si i0 vaut 1, et de pas du tout si i0 vaut 0, puis de 4 ou de 0, puis de 8 ou de 0, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez épuisé tous les bits. Et en plus, ça va très vite, puisque c'est logarithmique c'est logarithmique en la valeur absolue de i. Et bien pareil, pour la multiplication par les polynômes x puissance moins i, à la première étape, soit on garde v tel quel si i0 vaut 0, soit on le multiplie par x puissance moins 1 si i0 vaut 1. Donc soit on le décale soit de 0, soit de 1 vers la gauche. Si i1 vaut 1, on le multiplie par x puissance moins 2, donc on le décale de 2 cases, sinon on le garde tel quel. Si I2 vaut 1, on le décale de 4 cases vers la gauche en multipliant par x puissance moins 4, sinon on le garde tel quel, et ainsi de suite. Et vous voyez donc, là, on voit apparaître les portes logiques dont on a besoin. D'abord, il y a des multiplications par un polynôme constant, ça c'est quelque chose qu'on saura faire de manière homomorphe. Et puis, il y a le multiplexeur, donc le MUX qui est ici, donc c'est un circuit à 3 entrées, un booléen i, deux nombres a et b, qui renvoie le nombre a si i est 0 et b si i vaut 1. D'accord? Bon. Maintenant, le problème, c'est que notre erreur, notre terme i index dans la table, a priori, on ne sait pas le décomposer en binaire. Mais on sait quand même l'exprimer comme b moins un produit scalaire, donc b moins n produits. Et par ailleurs, i, donc on peut écrire i comme ça, et donc multiplié par x puissance moins i, c'est multiplié par x puissance moins tout ça. Et en supposant que les composantes de la clé sont des bits 0 ou 1, on a une espèce de décomposition. Elle n'est pas binaire, mais elle est dans une base qui est à 0, à n-1. Et donc, on peut faire exactement le même circuit de décaleur à barillet.
Simplement, au lieu de multiplier par des polynômes x puissance moins 1, x puissance moins 2, x puissance moins 4, x puissance moins 16, on va multiplier par des polynômes x puissance A0, x puissance A1, x puissance A2, et on va partir de x puissance moins b fois v. D'accord ? Et finalement, à la fin, on aura bien multiplié par le polynôme qui est ici. Et on sait faire ça de manière homomorphe, avec la nouvelle clé S'. Pourquoi ? On a des additions, des multiplications par des polynômes constants, des multiplications par des polynômes, est-ce qu'ils sont constants ceux-là ? On va dire que oui. Oui, puisqu'on peut les calculer en clair. Et il n'y a plus que la porte mux qui, elle, doit être évaluée homomorphiquement, parce qu'elle dépend de secrets. D'accord ? Les S0, S1, S2, etc., c'est les composantes du secret. Donc, mais ce n'est pas un problème. La porte mux, vous pouvez l'écrire comme une combinaison de multiplication, de soustraction et d'addition. D'accord ? C'est I fois B-A plus A. Et si vous évaluez ça homomorphiquement, vous avez le multiplexeur homomorphe, et donc le décaleur homomorphe. Vous lui donnez en entrée x puissance moins b, encore une fois, b, ça fait partie du chiffré, donc le calculateur le connaît, fois le chiffrement du polynôme v. Vous appliquez donc ces multiplexages avec les composantes de la clé, S0, S1, S2 chiffrées, et vous obtenez à la fin, si je n'ai pas fait d'erreur dans mes dessins, vous obtenez donc x puissance tout ça fois le chiffrement de v. Si vous extrayez le coefficient constant, ça va être le chiffrement de vi, où i c'était le terme de bruit initial, et vi c'est la ième entrée de votre table v. D'accord ? Et si vous avez bien initialiser votre table V avec, comme on l'a vu, les divisions au plus près, les quotients au plus près de I par delta, eh bien, vous obtenez comme résultat un chiffré de M, et le bruit de ce chiffré ne dépend que de ça. C'est-à-dire que vous avez en fait chiffré la table V une fois pour toutes, ça vous a donné un niveau de bruit, et la sortie de votre circuit, il aura toujours exactement ce bruit-là, indépendamment du bruit de A et de B, indépendamment du bruit R qui est ici. Voilà, donc c'est très joli. Alors ça demande quand même pas mal de calculs, en particulier pour pouvoir faire ces multiplications homomorphes de manière relativement efficace, c'est bien d'avoir une représentation, encore une autre représentation pour les bits de la clé chiffrée, qui est une représentation qui graisse un peu la multiplication, comme dirait Gentry, mais à la fin on y arrive. Et ce qui est très joli, c'est que la même procédure s'applique avec d'autres polynômes V, d'autres tables V. D'accord ? Ici, on est parti d'une table bébête, si j'ose dire, avec juste les 4 valeurs 0, 1, 2 et 3. Mais rien ne nous empêche de mettre d'autres valeurs, f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, où f, c'est n'importe quelle fonction des messages clairs dans les messages clairs. D'accord ? Et du coup, vous changez la table V utilisée par le bootstrap pour appliquer f aux différentes valeurs. Et maintenant, votre procédure de bootstrap, elle vous fait une évaluation de f homomorphe, tout en réduisant le bruit. D'accord ? Donc, pour n'importe quelle fonction f des messages clairs dans les messages clairs, vous pouvez l'évaluer homomorphiquement et en faisant chuter le bruit à presque rien. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir enchaîner beaucoup de ces opérations, ou une autre manière de dire, c'est qu'on a rentabilisé le coût du bootstrap, qui est quand même considérable. Du coup, on obtient un style de programmation, un style de réalisation de circuits qui consiste à faire des combinaisons linéaires et à appliquer des fonctions unaires dessus. D'accord ? Par exemple, si vous voulez calculer le min ou le max de deux nombres chiffrés,
eh bien, vous pouvez écrire ça sous la forme que je viens de décrire, comme x plus la fonction ReLU de y moins x. ReLU, c'est la Rectified Linear Unit, c'est la fonction qui est l'identité pour des arguments positifs et 0 pour des arguments négatifs. Et effectivement, si vous faites l'analyse de cas, vous voyez que si x est plus grand que y, ça vous fait x plus y moins x, donc ça vous fait y. Non, pardon, l'inverse. Si y est plus grand que x, vous retrouvez bien y ici, et sinon, vous retrouvez x. Et pour le min, c'est la formule symétrique y moins ReLU de y moins x. Alors bien sûr, qui dit ReLU dit neurone formel, et en fait vous pouvez généraliser tout à fait ça. Une combinaison linéaire de n entrées avec des poids connus W1, Wn, à laquelle vous appliquez une fonction d'activation phi. Donc ça c'est un neurone formel, et c'est de la forme qu'on vient de décrire. C'est une fonction unaire appliquée à une combinaison linéaire des entrées x1, xn. Et alors, ça donne même un moyen de faire une multiplication chiffrée par chiffrée, un autre moyen de faire une multiplication chiffrée par chiffrée, au moins une multiplication approchée, qui est de calculer la fonction f de x plus y moins la fonction f de x moins y, où f de z, c'est z au carré sur 4. Et si vous faites le calcul, vous voyez que ça va effectivement vous donner le produit xy, les termes en x carré et en y carré s'annulent. Bon, alors ça suppose évidemment que x plus y est pair, sinon le résultat est... Enfin, si on fait le calcul dans les entiers, ça va faire un calcul approché, mais ça peut dépanner, je veux dire, ça peut fournir une multiplication homomorphe, une autre manière de faire de la multiplication homomorphe. Bien, écoutez, je crois que j'arrive à la fin de ce cours, on aura un petit peu de temps pour des questions. Donc le point d'étape. Donc on est parti de là où on s'est arrêté la dernière fois, c'est-à-dire la percée conceptuelle de Gentry en 2009. Oui, avec du bootstrap, on peut faire un chiffrement complètement homomorphe. Simplement, c'est juste pas praticable. Beaucoup trop coûteux, beaucoup trop difficile à réaliser. Et donc, tout au long des années 2010, il y a eu des progrès majeurs dans 3 directions. Donc le premier, c'est des chiffrements faiblement homomorphes, mais où le bruit augmente moins vite lors des multiplications, ce qui permet d'évaluer de manière homomorphe de nombreux circuits, sans bootstrap. Donc ça, c'est l'approche BGV, qui a aussi été développée par une combinaison linéaire des mêmes auteurs, ou de quelques autres comme Barkerski, Fan et Vercauteren quelques années plus tard, et Gentry, Sahay et Waters. Et il y en a d'autres. Et l'autre approche, l'autre grand progrès, ça a été donc sur le bootstrap. Montrer qu'on peut réaliser le bootstrap de manière efficace et qu'on peut le rendre programmable, c'est-à-dire calculer aussi des fonctions au passage. Donc ça, c'est l'approche FHEV et TFHE que j'ai mentionnée, de Cilotti et co-auteurs, qui sera détaillée davantage la semaine prochaine dans le séminaire d'Hilaria Cilotti. Et il y a une troisième direction dont je n'ai pas parlé du tout, parce qu'elle fera l'objet du séminaire qui suit aujourd'hui, le séminaire de Damien Stehle, qui est de faire du calcul homomorphe approché sur des nombres réels ou des nombres complexes. Donc là, on se rapproche beaucoup plus du calcul numérique, mais homomorphe. Et c'est avec l'approche dite CKKS, du nom des 4 auteurs, Jeon, Kim, Kim et Song, en 2016. Voilà. Alors, est-ce que tout ça est praticable et utilisable ? Gentry aime bien rappeler que Butler-Lampson, voyant le résultat de Gentry pour la première fois, aurait déclaré « I don't think we'll see anyone using Gentry's solution in our lifetimes ». Et il avait sans doute raison si on parle de ce que Gentry a décrit dans sa thèse. En revanche, il a tort s'il parle du chiffrement homomorphe, totalement homomorphe en général, puisqu'il existe maintenant un certain nombre de bibliothèques très bien faites qui offrent différents schémas de chiffrement homomorphe. J'en ai cité quelques-unes ici, et il y a une liste beaucoup plus complète disponible sur le web. Et les performances ne sont pas ridicules. Bon, elles sont encore
un peu limité si vous calculez sur CPU. Je parlais de l'évaluation du chiffrement AES. Il semble le résultat le plus récent que j'ai vu se vantait de le faire en moins de 30 secondes sur un laptop. C'est pas si mal parce que la première fois que cette évaluation homomorphe de AES a été réalisée, ça prenait plus d'une journée. Donc, si j'ai bonne mémoire. Donc, on fait quand même des progrès. Mais surtout, il y a à l'étude des implémentations sur GPU et sur circuits spécialisés, FPGA ou ASIC. Les circuits spécialisés promettent une accélération d'un facteur 1000, à peu près. Donc, on se rapproche de temps de calcul qui reste important, bien sûr, hein, mais avec lesquels on peut faire quelque chose. Voilà, et quelques éléments de bibliographie pour finir. Alors, je me suis beaucoup appuyé sur deux textes qui sont assez différents. Il y en a un donc, qui est une sorte de tutoriel avancé, réalisé par Ilaria Cilotti, et on en retrouvera, je pense, des morceaux dans son exposé la semaine prochaine, qui se trouve sur le site web de l'entreprise Zama, et qui est assez bon pour donner des intuitions. Le problème, c'est que toutes les formules sont illisibles. Je ne sais pas si c'est chiffré, mais c'est juste, on ne voit rien. Et en revanche, de manière complémentaire, il y a ce texte de Ronnie Coe qui circule depuis le début de l'année 2025, intitulé de manière très optimiste The Beginner's Textbook for Fully Homomorphic Encryption, alors qui n'est pas vraiment pour beginners, mais c'est vraiment une collection des formules. Il y a toutes les formules, toutes les maths pour 5 ou 6 schémas de chiffrement homomorphes. Et tout est exprimé dans le même formalisme aussi, ce qui permet de les comparer. Donc voilà, donc en combinant les deux textes, on arrive à se faire une idée assez précise de ces différents chiffrements homomorphes. Et puis, il y a cet excellent survey d'Ed Regev sur le problème Learning with Errors, les résultats de difficultés connues, et ainsi de suite. Voilà, et ben on va s'arrêter là. Donc je vous remercie.